Merci d'être présent aujourd'hui. C'est moi qui ai la chance de partir le bal aujourd'hui pour cette belle journée. Donc, dans le fond, aujourd'hui, moi, ma présentation, ça va être, je vous présente en fait les résultats d'un exercice que j'ai fait de faire une recension de l'approche Room for the River et de comment celle-ci s'inscrit ou non dans une transition socio-écologique. La présentation, je vais commencer par vous présenter un peu c'est quoi globalement l'approche Room for the River. Ensuite, comment je conçois la transition socio-écologique pour finalement vous présenter les résultats de cet exercice-là et comment ça peut être pertinent au Canada et au Québec. Si vous avez des questions après, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, dans le fond, l'approche Room for the River, je vais m'enfarger plusieurs fois, je pense, en présentation sur l'expression. Mais dans le fond, c'est une approche de gestion intégrée des bassins versants qui a été développée aux Pays-Bas au début des années 2000 à la suite d'inondations majeures dans le pays dans les années 90. Puis, ce qui est intéressant de savoir, petit fun fact historique, c'est que dans les années 50 aux Pays-Bas, il y a eu des inondations majeures qui ont fait des centaines de morts. Puis après ça, le Pays-Bas avait comme développé une approche de gestion des inondations plus axée sur des techniques d'ingénierie lourde, donc les barrages et les digues pour se protéger contre les inondations. Puis quand c'est revenu dans les années 90, ils se sont rendus compte en fait que ça créait un faux sentiment de sécurité, que ça coûtait cher à entretenir, que c'était pas tant efficient et tout ça. Et donc, ils ont effectué un virage à 180 degrés de paradigme dans comment on protège nos communautés face à ça. Et ils ont décidé d'appliquer des mesures dites plus douces de gestion des eaux. C'est une approche Room for the River qui est d'ailleurs reprise dans plusieurs pays à travers le monde puis qui est reconnue internationalement pour sa réussite, si on veut, dans la gestion des eaux. Là, je vais vous demander votre compréhension parce que je ne suis pas du tout experte des différents types de mesures qu'on retrouve dans l'approche Room for the River. Je vais laisser ça à mes collègues d'autres disciplines dans la salle aujourd'hui. Mais je peux quand même dire là, que dans l'ensemble de ces mesures-là, on retrouve des mesures qui visent l'élargissement du lit de la rivière, le déplacement des digues, le creusement de raccourcis hydrauliques ou encore la création de zones de rétention des crues. Puis ce que vous pouvez voir sur l'image que vous voyez sur le PowerPoint en ce moment, bien, à gauche, c'est un avant, puis à droite, c'est un après d'une même région. Donc, avant l'application de Room for the River, puis après. Ce qui m'intéressait beaucoup dans Room for the River, en fait, c'est que j'en entendais beaucoup parler au Québec, de la part de collègues, dans les colloques que je fréquentais. J'en entendais parler de façon quasiment ben, plus que respectueuse. On louangeait cette approche-là. Puis, ça m'intéressait parce que je me disais, OK, ça veut dire que Room for the River, dans le fond, c'est pas juste de vouloir mieux gérer les inondations, réduire les coûts, mais quand je lisais moi aussi à mon tour, je voyais qu'il y avait plusieurs objectifs autres qui témoignaient d'une transformation du territoire qui était, si on veut, plus intégrée. Donc, on visait aussi des objectifs de protection écologique, puis on visait aussi à prendre en compte la dimension culturelle et esthétique des paysages dans cette approche-là aux Pays-Bas, notamment par la création d'aménagements à vocation récréative. Puis Room for the River, pour vous donner une idée, vous voyez, ça a été mis en place au début des années 2000. Et en fonction des lectures que je faisais, il y avait différents projets aux Pays-Bas qui reprenaient cette approche-là. J'ai envie de dire qu'il y a environ 40 projets d'approche Room for the River un peu partout aux Pays-Bas, mais ce nombre-là diminue ou augmente légèrement en fonction des lectures. Et bon, vous le savez, moi, je viens d'une discipline du social. Puis c'est par l'ensemble de ces objectifs-là, cette espèce de regard vraiment transversal de Room for the River que ça venait me chercher parce que même si oui, ça sonne écologiquement hyper respectueux, on va redonner la place aux rivières, tu sais, ça sonne comme une transition qu'on veut voir se réaliser.
parallèlement, dans les résultats de mon mémoire, qui s'intéressait au processus de personnes inondées à répétition, dans des articles médiatiques, puis dans des groupes Facebook de personnes citoyennes au Québec, je lisais aussi une grande préoccupation, une inquiétude, une colère de ne pas se sentir consulté ou respecté ou considéré dans son savoir et son expertise dans les transformations qu'on vise au Québec. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant de venir mettre sur cette approche-là une lunette de transition socio-écologique qui m'a mené à ma question que l'idée la recension. Est-ce que l'approche Room for the River s'inscrit dans une transition socio-écologique? Et comment je conçois la transition socio-écologique? Je m'inspire de ce qui a été fait par les territoires innovants en économie sociale et solidaire, donc le TIES. Eux autres, ils ont créé une espèce de cadre d'analyse sur c'est quoi la transition socio-écologique et qu'est-ce qui peut être une initiative de transition socio-écologique et qu'est-ce qui n'en est pas une. Et ils nous ont donné des critères pour nous aider à faire cet exercice-là parce que la transition, c'est comme réapproprié par plusieurs acteurs. Les acteurs du social, de l'économie, de l'écologie, ça a des dimensions éthiques et politiques. Donc, le TIES, nous autres, a fait justement cet exercice-là de rassembler ces différentes initiatives-là qu'il y avait au Québec, puis de dire, ben voilà, qu'est-ce qui ressort comme composante et comme critères sur lesquels on peut se baser. Et il nous offre aussi une définition que moi j'aime bien et que je vais vous lire, qui est donc la transition socio-écologique, c'est le passage de l'état actuel du système à un état socialement plus juste, inclusif et écologiquement viable, rendu possible grâce à une transformation de nos pratiques démocratiques, de nos modes de production, de consommation et de vivre ensemble, et s'appuyant sur l'établissement de rapports sociaux porteurs de justice sociale et d'inclusion. Donc, dans les composantes qu'on nous donne, allô? Dans les composantes suggérées, je les ai rephrasées comme ça pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc, est-ce que Room for the River, ça répond à un problème écologique? Est-ce qu'il y a un niveau de conscience qui a été développé entourant la gravité des crises environnementales? Est-ce que ça vise une transformation vers des systèmes plus soutenables au point de vue social et environnemental? Est-ce que ça vise une amélioration du bien-être de la collectivité dans une visée inclusive et est-ce qu'il y a un souci de gouvernance démocratique? Déjà, en partant avec ce que je vous ai présenté sur Room for the River, je pense qu'on peut déjà dire que ça répond au deuxième critère parce que Room for the River, ça a vraiment été réfléchi et créé après des inondations majeures en se disant ben, il va y avoir des aléas de plus en plus fréquents, puis on réalise que notre façon de faire actuelle ne fonctionne pas, donc il faut changer ça. Je ne passerai pas en détail ma méthodologie à cause du temps que j'ai aujourd'hui, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est une revue narrative de la littérature que j'ai faite à travers différents moteurs de recherche de différentes disciplines pour vraiment essayer d'avoir une vision la plus intersectorielle possible. Et ça m'a donné 28 lectures au total, donc 20 articles scientifiques, 2 chapitres de livres, 3 articles médiatiques, 2 sites web et un rapport. Je vais débuter tout de suite avec les résultats et je vais dans la gouvernance parce que c'est ce qui a le plus ressorti des articles que j'ai lus, notamment des auteurs néerlandais qui se sont intéressés à l'approche. Donc, est-ce que Room for the River est une approche basée sur la gouvernance démocratique? À certains égards, oui. Et même pour certains auteurs, le succès de Room for the River, ben, ça découle vraiment de sa gouvernance qui est multiniveau et qui vient aussi briser avec l'ancien moule dans lequel le palier national aux Pays-Bas était peut-être un peu plus chasse-gardé des pouvoirs de gestion de l'eau et qui partageait moins ce pouvoir-là avec les autres paliers. Mais dans Room for the River, ce qu'on remarque, c'est que c'est une gouvernance qui est, oui, centralisée au national dans tout ce qui est palier décisionnel, les orientations, mais qui est aussi décentralisée dans le sens que ce sont les autres paliers gouvernementaux qui peuvent s'approprier ces orientations-là en fonction de leurs besoins et de leur réalité dans leur territoire. Fait que ce sont les paliers régionaux et municipaux qui, dans le fond, vont proposer des plans et des conceptions en fonction de ce qu'ils vivent comme situation dans leur communauté.
Vite de même, ça peut sembler beau là, de dire, OK, c'est National qui dessine, puis après ça, la base s'approprie ça, puis ils font un peu, ils le font à leur sauce et comment ils le voient. Mais en fait, plus j'avançais dans mes lectures, plus je me rendais compte qu'il y avait eu pour plusieurs projets des tensions entre les différents paliers gouvernementaux, ce qui faisait en sorte qu'il y avait des propositions et des contre-propositions qui émergeaient et des coalitions qui se créaient avec des discours, des valeurs, des objectifs différents. On remarquait aussi ces tensions-là, pas juste entre les paliers gouvernementaux, mais aussi avec les citoyens. Puis ça, pour moi, ça a quand même été une surprise parce que quand j'en entendais parler au Québec, j'entendais vraiment des discours dans lesquels on disait, ah, les citoyens, il y a genre 10 ans de négociations avec des groupes citoyens pour 2 ans de mise en œuvre. On s'assure vraiment de l'acceptabilité sociale du projet. Euh, mais plus j'avançais dans mes lectures, il y avait des auteurs néerlandais qui se focusaient sur certains projets, en particulier aux Pays-Bas, qui notaient que ce critère-là ou cette consultation publique-là n'avait pas été peut-être aussi satisfaisante pour les citoyens que dans d'autres projets. Et cet article-là qui s'intéressait à ça, il me disait qu'il y avait des gestionnaires de projets fluviaux qui avaient eu tendance à percevoir les risques plutôt que les bénéfices potentiels de cette implication citoyenne-là. Et les raisons qui étaient évoquées pour justifier la crainte de s'engager dans une approche dans laquelle on allait impliquer plus grandement la participation publique. C'était justement la crainte de mobiliser des citoyens, puis en fait, de penser ou de percevoir les citoyens comme étant non experts, en fait, des territoires. La crainte qu'une consultation publique, ça allait être trop coûteux, que ça allait amener des mauvaises décisions, la peur de voir les projets environnementaux être défaits par des préoccupations sociales, mais aussi la perception pour ces gestionnaires fluviaux-là de bien connaître c'était quoi que les habitants et les citoyens voulaient et donc de ne pas considérer nécessaire de les impliquer dans le processus. Je trouvais ça quand même intéressant, cette question d'expertise des citoyens-là, parce que dans la transition socio-écologique, redonner du pouvoir aux citoyens et les considérer experts de leur territoire et de leur vécu, c'est quand même central. Et c'est un thème qui revenait souvent dans mes lectures, là, le fait que les citoyens n'étaient pas considérés experts, ce qui engendrait pour eux autres une frustration de se faire exclure, parce que de leur point de vue, surtout pour les citoyens qui étaient de plusieurs générations qui étaient sur le territoire, ils disaient, ben, on détient un savoir profond et intime de nos territoires. Fait qu'il y avait cette frustration-là. Donc, les auteurs déplorent là, que leur connaissance elle a été dévaluée par rapport à celle de scientifiques ou d'experts. Puis, parallèlement à ça, je voyais aussi des stratégies dans les lectures de la part des groupes de citoyens qui, pour donner légitimité à leur discours ou à ce qu'ils voulaient ou comment ils voyaient la transformation de leur territoire, ils allaient eux-mêmes chercher leurs propres experts pour amener une contre-expertise pour, c'est ça, avoir une plus grande légitimité. Donc, en rétrospective, bien que la gouvernance de Room for the Rivers soit acclamée internationalement, mes lectures me font identifier que tout n'a pas été nécessairement rose de ce côté-là. Donc, est-ce que Room for the River a un souci de gouvernance démocratique? C'est difficile à répondre. Oui, ça rompt de façon drastique avec le modèle précédent. Oui, il y a une intention de gouvernance partagée, mais ces petits exemples-là de projets dans lesquels il y a eu des frustrations de la part des citoyens me font penser qu'il aurait peut-être aimé avoir un peu plus de place. On est temps? OK, parfait. Dans ces auteurs-là qui abordaient ces questions-là, c'est intéressant de voir qu'ils emmenaient aussi l'argument de pourquoi c'est important de mobiliser les citoyens dans les projets de transformation de nos territoires et pourquoi c'est important d'avoir une acceptabilité sociale. Puis je trouvais ça intéressant. En fait, je voulais vous emmener ces données-là aujourd'hui. Les auteurs, ils argumentaient que le fait de prendre le temps pour faire des espaces de dialogue, ben, ça permet d'amener des éléments productifs au projet, ça permet d'améliorer la qualité des plans, ça permet de défaire les résistances. Il y avait notamment un article, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui parlait d'une lutte judiciaire qui avait même été créée dans un projet en particulier.
parce qu'il y avait une municipalité avec un groupe de citoyens qui n'étaient pas contents de comment la région voulait transformer leur communauté. Puis ça fait en sorte que ça a coûté très cher, ça a perdu beaucoup de temps. Fait que les auteurs ils me disaient, ben, tu sais, déjà, de défaire les résistances. En fait, les résistances, euh, ça se ça évolue puis ça se crée, en fait, ça découle d'un résultat, c'est un résultat d'un sentiment d'aliénation qui est probablement dû à leur non-implication dans les processus décisionnels dès les débuts. Et finalement, par rapport à ça, et je conclue là-dessus pour la participation citoyenne, le fait d'impliquer les populations dès les premières étapes, les auteurs nous disaient que ça a des retombées au-delà du projet Room for the River parce que ça renforce la confiance entre les citoyens et les institutions sur le long terme. Fait qu'ils nous disaient, c'est payant pas juste pour le projet, mais après, on remarque dans le temps cette retombée-là qui demeure, puis une relation entre les institutions et les citoyennes qui est beaucoup plus basée sur la confiance. Au niveau de tout ce qui est plus écologique dans la transition socio-écologique, donc est-ce que Room for the River vise une transformation vers des systèmes qui sont plus soutenables écologiquement? Oui. Sans hésiter, la réponse c'est oui. Il y a des auteurs qui soulignent d'ailleurs que le changement de paradigme dans les politiques entourant Room for the River, ça témoigne d'une attitude qui est davantage fondée sur la collaboration et même la cohabitation avec la nature, plutôt qu'une attitude qui est axée sur une domination de la nature. Il y a plusieurs plaines inondables qui sont devenues des zones naturelles protégées. Et le rétablissement de ces dynamiques naturelles-là dans les plaines inondables, bien, ça a permis de créer de nouveaux habitats pour diverses espèces, de rétablir des corridors écologiques qui favorisent la migration des animaux et des plantes. Et donc, à ce niveau-là, oui, c'est ça, c'est très, c'est très respectueux et ça permet, c'est ça, une transformation de ces systèmes écologiques-là de façon un peu plus durable. Je veux parler de la relation avec la nature rapidement parce que c'était pas dans mes composantes de transition socio-écologique. Ils n'en parlaient pas dans le cadre d'analyse du TIES, mais moi, ça ressortait fortement dans mes lectures que les habitants qui vivaient sur des territoires dans lesquels Room for the River avait été appliqué, ils avaient développé cette relation-là avec la nature juste par le fait de voir le cycle naturel de l'eau. Donc, ils sentaient une plus grande connexion avec leur nature, puis ça faisait en sorte qu'ils avaient aussi plus envie de protéger leur environnement, puis qu'ils comprenaient mieux leur habitat et leur environnement naturel. Fait que moi, je trouvais que c'était quand même un critère qui était intéressant à mettre, une retombée intéressante à mettre dans cette transition socio-écologique-là, puis cette relation-là entre l'humain et la nature. Et finalement, au niveau du bien-être de la collectivité et de l'inclusivité de Room for the River, je vous avoue bien franchement avoir de la misère à répondre aujourd'hui à la question. Je m'attendais à retrouver dans mes lectures plus d'éléments sur justement la prise en compte de la vulnérabilité de certaines populations dans les transformations qui étaient mises en place, mais ça n'a pas tant été abordé dans les lectures que moi j'ai trouvées. Puis d'ailleurs, à la discussion tantôt, si jamais vous avez des lectures à me recommander, je serais toute oui. Il y avait seulement une étude qui parlait qu'il y avait le critère d'équité sociale qui était mentionné dans les politiques de Room for the River, mais que ça ne s'était pas traduit par des priorités politiques concrètes en matière de réduction de la vulnérabilité dans les quartiers considérés comme socio-économiquement fragiles. Mais je trouve pas que c'est suffisamment. J'ai pas assez de jus de données pour pouvoir, c'est ça, répondre à cette question-là. La seule affaire, je dirais, c'est que selon moi, la création d'espaces récréatifs ou d'espaces à vocation récréative, on pourrait considérer quand même que ça vise un certain bien-être collectif, surtout que c'est accessible à tout le monde. Donc, peut-être cet aspect-là pourrait répondre à ce critère-là de la transition socio-écologique. Donc, si on revient à nos petits critères, est-ce que Room for the River s'inscrit dans une transition socio-écologique? Majoritairement oui, avec un petit bémol peut-être au niveau de la gouvernance démocratique dans lequel il n'y aurait pas eu cette homogénéité-là dans tous les projets, au niveau de la participation citoyenne.
Je conclus avec en quoi ces résultats-là sont intéressants au Québec, puis au Canada en général, parce que même si on a un succès là, international de Room for the River, il y a des auteurs qui préviennent qu'il ne faut pas faire l'erreur de transposer telle quelle cette approche-là des Pays-Bas dans d'autres contextes culturels parce qu'il pourrait y avoir des facteurs contextuels qui viennent favoriser ou nuire à son implantation. Dans l'Ouest canadien, notamment, il y a des auteurs qui relatent que même s'il y a des efforts qui ont été faits en Alberta, notamment pour faire la promotion d'une approche de gestion des bassins versants qui est davantage dans la cohabitation avec l'eau, il y a encore des acteurs clés très influents qui, eux, perçoivent la gestion des bassins versants selon, encore une fois, les digues et les barrages, et donc ça peut être difficile à implanter. Il y a une communauté, Grand Forks, qui a été inondée dans la dernière décennie, qui, elle, choisit plutôt cette approche-là de Room for the River. Et tout le quartier que vous voyez en haché, là, North Rockall, c'est le quartier qui a été redonné à la rivière et que les citoyens ont été délocalisés. Par contre, dans les médias qui se sont intéressés à cette transformation-là, notamment CBC, il y avait beaucoup de résidents qui témoignaient qui s'étaient sentis pas écoutés, pas accompagnés, laissés à eux-mêmes, comme un numéro, aliénés même, c'est ça, de ne pas sentir qu'on les avait pris en considération. Il y avait un résident qui disait, je pense qu'on n'a même pas eu un merci des quartiers qui ont été protégés par rapport à cette menace-là récurrente. Et le maire de Grand Forks disait notamment dans cet article-là que j'ai lu, il donnait comme conseil aux autres maires qui vivent une situation similaire de ne pas négliger la détresse humaine qui accompagne ce choix-là majeur de transformation. Au Québec, notre plan de protection du territoire face aux inondations s'inspire quand même largement du programme Room for the River dans plusieurs de ses mesures, notamment en visant l'élargissement des espaces inondables. Puis j'ai envie de dire que notre gouvernance actuelle pourrait s'inspirer de ce qui se passe aux Pays-Bas. Dans le sens que, tu sais, au provincial, on pourrait avoir les grandes orientations, on pourrait avoir justement ce palier décisionnel-là. Puis les MRC, les municipalités pourraient choisir de comment adapter leur territoire en fonction de leur réalité. Les bureaux de projet, ce serait vraiment pertinent pour mettre ça en œuvre. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'aux Pays-Bas, l'accompagnement par les paliers décisionnels, elle n'est pas juste logistique, mais elle est aussi juridique. Il y a des pouvoirs qui confèrent aux autorités locales une plus grande marge de manœuvre. Donc, ça serait intéressant, puis là, je vais laisser ça encore une fois à des collègues de d'autres disciplines que la mienne, mais ça serait vraiment intéressant de voir comment on pourrait mettre ça en place au Québec. D'autres leçons que les auteurs nous disent de retenir, c'est vraiment le timing, donc de ne pas inclure les citoyens trop tard dans le processus décisionnel pour qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir leur mot à dire sur comment les transformations sont réfléchies dans leur territoire. De aussi considérer l'aspect météorologique de notre climat à nous. On a beaucoup d'embarques de glace au Québec. Puis il y a des auteurs qui disent qu'on n'a pas tant de données que ça, ou en tout cas qu'on manque d'expertise par rapport à comment gérer les embarques de glace, ce qui nous donne l'opportunité justement de mobiliser des savoirs plus locaux, des citoyens, mais aussi des populations autochtones. Et donc, pour finir, je conclue là-dessus. Notre plan de protection du territoire face aux inondations, ce plan d'action-là était pour l'instant d'une durée de 5 ans, 2020-2025. Ce qui ne permet pas, je pense, réellement d'engager un dialogue avec les citoyens sur le long terme, comme c'est promu par l'approche Room for the River aux Pays-Bas. Mais si, à travers ma recension des écrits, j'aurais une recommandation à formuler, si j'aurais une leçon que j'aimerais ça qu'on retienne, c'est vraiment de ne pas négliger les espaces de dialogue, de considérer et de valoriser l'expertise des citoyens, de les mettre à contribution dans ce grand chantier de réaménagement-là de nos territoires riverains. Voilà.